Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Aujourd'hui je vais aller faire de la trottinette, mais pas n'importe quelle trottinette, ça va être de la trottinette tout-terrain. Vous retrouverez Elodie Pépin qui vous a préparé une carte postale de l'île de Noirmoutier avec la plage des Dames, les marais, le passage du Gois. Mais tout de suite je vous laisse retrouver Baptiste qui va vous présenter encore des curiosités avec ses plantes. Salut, aujourd'hui nous sommes au zoo des Sables d'Olonne avec un petit air de tropique pour parler des interactions entre les plantes et les animaux. On en découvre un petit peu plus tout de suite. Première plante dont nous allons parler, le fameux Acacia carou qui vit dans la savane, là où vivent les girafes. Et il a une particularité, cet arbre est capable de communiquer avec ses congénères. Il est consommé dans ces réserves africaines par les koudous, des espèces de gazelles en quelque sorte, mais aussi par les girafes. Et pour communiquer avec ses congénères, eh bien, il va mettre en place une stratégie particulière, l'éthylène. Cette plante est donc sensible aux agressions. Dès qu'elle va commencer à se faire manger par les koudous, elle va donc changer en composition dans les minutes qui suivent et devenir impropre à la consommation. Et les koudous, comme les girafes, mangent à rebrousse-poil du vent, car comme je vous l'ai dit, le message chimique est transporté par le vent. Le seul moyen donc d'éviter que ces plantes soient toutes astringentes et donc difficiles à digérer, c'est de manger à rebrousse-poil du vent. Un souci a été observé dans certaines réserves africaines. Des koudous mouraient le ventre plein. Un mystère qui a été percé, on s'est rendu compte que ces koudous avaient consommé des végétaux chargés en tanins. Mais pourquoi donc ces koudous auraient-ils mangé des végétaux impropres à la consommation? Eh bien tout simplement parce que la réserve était trop petite et que tous les arbres avaient communiqué ce message, comme quoi il fallait devenir chargé de tanins et donc impropre à la consommation. Le koudou ne pouvait donc pas rebrousser le vent comme la girafe pour trouver des végétaux frais, la réserve était trop petite. C'était donc l'arbre qui était en cause avec son système ingénieux de communication. On se retrouve tout à l'heure pour parler interaction entre les perroquets et les végétaux. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. Les trottes, c'est des trottinettes extrêmes. C'est fait à l'origine pour descendre les pistes de ski. Quand il n'y a plus de neige, forcément. Quand il n'y a plus de neige en plein été, dans les rochers, dans la poussière et tout ça. C'est ça. Donc à l'origine, elles n'étaient pas motorisées. L'idée était de descendre les pistes et de les remonter avec les remontes pente traditionnels. Okay. Voilà, l'engin est fait par un Français, un ancien champion du monde de descente en VTT, Christian Taillefer. La base, c'est un châssis de vélo de descente avec des pneus bien spécifiques, très larges, un système de freinage à disque hydraulique et une motorisation qui se situe à l'arrière dans le moyeu là. Donc ce moteur est alimenté par cette batterie qui est dans le sac à dos. Okay. Donc ça fait à peu près 4,5 kg. Au départ, on se dit ça va être un peu lourd et on l'oublie tout de suite. Complètement. Et ça rend justement l'engin hyper ludique et hyper léger. Arnaud, hop, je te passe la batterie. Ton sac. On est relié juste par ça. C'est ça, c'est l'alimentation qui va alimenter le guidon, là, ouais. Ici. Donc là, on a le sabot où on met ses pieds tout simplement. Okay. Hein. Ici, on a le display qui permet, c'est un petit peu l'ordinateur de l'engin qui permet d'allumer, d'éteindre et d'augmenter puisqu'il y a un limiteur de vitesse. La cosse rouge sur le rouge, okay. La cosse noire sur le noir. Sur le noir. Ici, au niveau des commandes, la gâchette ici, c'est l'accélérateur. D'accord. C'est l'accélérateur. La cocotte de frein à droite, c'est le frein arrière. La cocotte de frein à gauche, c'est le frein avant. Je vais vous obliger à vous pencher, on va monter, descendre. Okay. Ensuite, on va partir sur une balade en sous-bois, une rando, tout terrain. Et on n'est pas à l'abri de croiser d'ailleurs des animaux, comme des biches, puisqu'on ne fait pas de bruit. Et que... C'est l'avantage de pouvoir s'approcher tranquillement. Ouais. On est parti, alors on va démarrer tranquillement. Vous me suivez un par un, donc donnez d'abord une petite impulsion. Et après, on appuie sur la gâchette tranquillement.
Bon, bah moi, pendant que je m'éclate, je vous laisse tout de suite retrouver Baptiste pour la deuxième partie et je continue mes tours de piste. À fond les gamelles! De retour pour parler des interactions entre les plantes et les animaux, nous voici désormais avec de petits perroquets. Des petits perroquets qui sont originaires de certaines régions d'Australie et qui sont très friands de nectar. Ces petits perroquets raffolent de cette substance sucrée que dégagent certaines fleurs. Dans leur milieu d'origine, il s'agit des callistémons, des grevilleas et d'autres plantes typiques d'Australie. Ils jouent exactement le même rôle que les abeilles, c'est-à-dire que sans eux, la pollinisation de ces plantes ne se ferait pas, il n'y aurait pas de production de fruits ni de graines, et donc ils assurent à eux seuls la reproduction de plusieurs espèces végétales. Certains oiseaux sont capables eux aussi de reconnaître des végétaux. Par exemple, les grands perroquets sont capables de reconnaître des plantes médicinales. Tout comme les humains, eh bien, les parents vont jouer un rôle de transmission. Les parents perroquets vont montrer aux enfants quelles plantes manger pour se soigner de certains parasites ou de certains désordres alimentaires. Ils seront même capables de consommer certaines terres, par exemple argileuses, pour se soigner et rester en bonne santé. Mais pas la peine d'aller sous les tropiques pour trouver des oiseaux capables de reconnaître des plantes. Par exemple, chez nous, les mésanges sont capables de les reconnaître. Elles ne font pas leur nid par hasard. Elles choisissent méticuleusement certaines plantes pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Par exemple, la menthe, la lavande ou certains eucalyptus vont leur servir à confectionner un nid. Les petits oisillons seront ainsi protégés des maladies. Ils pourront ainsi grandir sereinement et prendre leur envol. Voilà, vous en savez désormais plus sur les interactions entre les plantes et les animaux. Je vous invite à aller faire des recherches, vous verrez, il en existe de multiples autres. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, restez curieux! Frédéric, là on vient de découvrir une toute nouvelle activité en Vendée, c'est des espèces de grosses trottinettes électriques. Qu'est-ce que c'est que cet engin en fait? Alors, à l'origine, c'est tout simplement une trottinette de descente en montagne. Il y a quelques années, elle existait, elle n'était pas motorisée. Donc l'idée, c'est de descendre les pistes. Juste avec la gravité en fait. C'est ça, quand il n'y a plus de neige, remonter soit en véhicule, soit avec les téléphériques, les télécabines, etc. Et aujourd'hui, la solution a été de la motoriser pour pallier justement au fait de devoir prendre des véhicules pour remonter. Voilà. Ok, et donc maintenant, on peut rouler partout? Partout. Donc c'est un véhicule électrique. Au niveau de la réglementation, c'est considéré comme un engin piéton. Donc la condition, c'est de ne pas dépasser une certaine allure. Okay. Mais on peut accéder partout. Ok, et jusqu'à 40 km/h? Jusqu'à 40 km/h. On ne se rend pas compte forcément quand on le dit comme ça par rapport à une voiture, mais déjà ça roule bien. Quand on évolue debout en position dynamique, c'est vrai qu'on n'est pas assis, on est juste en équilibre. On a cette sensation de vitesse qui est différente et ça joue avec l'équilibre forcément. Sur les chemins accidentés et puis même assez étroits avec la forêt qu'on a tout autour de nous, on a des bonnes sensations de vitesse sans aller déjà à fond tout de suite. De vitesse et de bruit. Oui. Le bruit du roulage, tout simplement, dans l'herbe, dans la terre, en fonction de là où on passe. De la nature du sol, c'est vrai que la sensation est différente. Et c'est ce qui est agréable, justement, de ne pas avoir un bourdon comme ça peut être sur un engin à moteur thermique. Là, on profite, voilà, on est à l'air, on se balade. Avec les oiseaux. Ouais. Et les cigales, mais pas ici. Alors, qui est-ce qui peut pratiquer finalement? Est-ce que les enfants peuvent rouler dessus, les grands-parents, tout le monde? C'est ouvert vraiment à tout public. Après, c'est juste une question de gabarit et d'aisance sur l'engin. On va dire qu'à partir de 1m40, plus qu'un âge, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils savent faire un petit peu tout et n'importe quoi, entre les trottinettes et tous les gyropodes, ils sont très à l'aise. Mais c'est plus une question de gabarit. D'accord. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas forcément violent. On travaille sur une inertie. C'est progressif au niveau de l'accélération. Donc, il n'y a pas de surprise. Oui, ça, quand on appuie sur la gâchette, ça monte doucement, on ne se fait pas emmener d'un coup. On a été se balader autour du plan d'eau.
Donc voilà, on a commencé par une prise en main, l'initiation, où on apprend à rouler un petit peu dans l'herbe, dans le sable. On apprend à se pencher, à fléchir sur la machine, à prendre des montées, des descentes, un petit peu de dévers, ce qui permet de se familiariser en toute sécurité avant de partir sur la balade où le moniteur qui ouvre, qui est simplement là pour ouvrir, qui sert de guide, est plus en confiance et n'a pas forcément à surveiller en permanence les gens qui roulent. Voilà. Et une fois qu'on est à l'aise, si on veut, on peut passer de l'autre côté sur le circuit avec des bosses et circuit cross qui est très sympa, qu'on va modifier au fur et à mesure puisqu'on se rend compte des capacités de l'engin, qui est un ancien circuit d'enduro de quad avec simplement des tables, des virages relevés, des hoops. Okay. Et là, l'idée, c'est de le faire ressembler à un circuit de BMX pour pouvoir fonctionner avec cette inertie et avec la machine. Et c'est une batterie qui a une... En fait, le public ne se rend pas compte puisqu'on a toujours de la batterie, on a toujours du répondant, elles tiennent bien la charge. Alors, en autonomie, on est sur une base de 2h, 2h30 en fonction du terrain, de la température, du gabarit, de la personne qui est dessus, de l'usage. Après, donc une transmission directement sur le moteur qui est à l'arrière. Il existe également, on en a parlé tout à l'heure, en roue motrice aussi avant, pour des terrains encore plus accidentés. Et c'est un moteur qui développe 1260 watts. Donc c'est une vraie motorisation et non pas une assistance comme sur les vélos. Oui, sur les vélos où on a tendance à emmener le vélo en pédalant, là ça part direct puisque du coup on n'a pas de pédale, on est obligé de se pousser. C'est vrai qu'on se familiarise vite avec l'engin parce que c'est très ludique, très facile et on en aimerait toujours envie de plus. Oui, parce qu'il est aussi très confortable puisqu'il est suspendu, très bien suspendu et quand on roule là dans les cailloux, dans les trous, finalement on roule sur un coussin. Ouais, complètement. Et donc ça, c'est une nouveauté, on ne peut le pratiquer qu'ici en Vendée. Alors on va dire que oui, sur la côte atlantique, on doit être 4 ou 5 à le proposer. Et on le trouve bien, quasiment aujourd'hui dans toutes les stations de ski. Ouais. En version électrique aussi. En version électrique de plus en plus, parce que l'idée c'est aussi d'apporter du confort à la clientèle qui n'a plus à pousser légèrement quand on doit remonter un petit chemin ou quelque chose. Okay. Merci Frédéric pour cette petite découverte, c'était vraiment très sympa, une bonne prise en main, assez rapide, on s'amuse beaucoup avec les reliefs, avec le terrain tout autour dans un cadre très calme. Plaisir partagé Arnaud. Merci. Tout de suite je vais vous laisser retrouver Élodie, elle vous a préparé une petite carte postale qu'elle vous envoie depuis Noirmoutier. Avec ses 40 km de plage et ses criques sablonneuses, l'île de Noirmoutier est un paradis balnéaire. Pour la rejoindre depuis le continent, il y a 2 solutions. Prendre le pont ou emprunter le mythique passage du Gois. La route submersible, la plus longue d'Europe. 2 fois par jour, la marée la recouvre. Un spectacle qui attire de nombreux curieux. Mais cette route demande aussi beaucoup d'attention. Il brasse l'eau pour faciliter l'évacuation de la vase sur les côtés et après on racle s'il en reste pour évacuer le plus possible de vase. On ramasse des méduses, du goémon surtout, ça peut être des rochers aussi qui se déplacent suivant les coefficients et les marées et le temps, de manière à ce que les voitures puissent circuler en toute sécurité. Une sécurité qui est aussi assurée pour les promeneurs pris au piège par la marée. Le long de la route, des balises leur permettent de se réfugier. Mais leur voiture, elle, est bien souvent engloutie. Quand la marée monte, les gens partent à la pêche trop loin de leur voiture. Et puis ils sont piégés par la marée, donc la voiture reste dans l'eau. 7, 8, 10 voitures par an, à peu près. Car le Gois, c'est le rendez-vous préféré des pêcheurs à pied. Les locaux, mais aussi les touristes, viennent chercher des palourdes, des huîtres et autres coquillages. Non, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose. Noël est venu de Belgique avec ses petits-enfants. A déjà trouvé quelque chose? Pour lui, c'est une découverte. C'est la première fois. C'est la première fois la pêche à pied. Ça, on va voir ce qu'on trouve. Probablement peu de choses par rapport aux autres. Enfin, le plaisir de le faire une fois aussi. Allez Arthur, tu trouves? Et peu importe si l'on rentre bredouille, le Gois reste un lieu incontournable de l'île. Un peu plus loin, la plage des Dames attire aussi les touristes. Ici débarquaient autrefois les estivants fortunés du 19e siècle. Héritage de cette époque, les cabines qui jalonnent la plage.
Daniel Lobinia est un fervent défenseur de ce patrimoine qui a failli disparaître avec la loi littorale. Il n'y a pas un document concernant Noirmoutier sans avoir une photo du passage du Gois, de l'estacade et de la plage avec ses cabines. C'est un monument, c'est un privilège d'avoir ces petites cabines sur les plages qui servent à déposer les accessoires de bain, les accessoires de bateau éventuellement. Et j'aime à le dire assez souvent, Noirmoutier sans ses cabines, c'est Paris sans la Tour Eiffel. Noirmoutier est aussi une terre de saveurs. On y récolte l'or blanc. L'île compte 150 sauniers. Hervé Baucher travaillait dans le social. Il y a 10 ans, il s'est reconverti à ce métier. Aujourd'hui, il incite les jeunes à le suivre dans cette voie. Il faut vraiment venir découvrir ce métier, venir travailler un été. Il peut y avoir un devenir pour des producteurs qui veulent s'installer. Alors il ne faut pas s'imaginer qu'un saunier, c'est quelqu'un qui est riche en argent. On n'est pas riche en argent, mais on est riche de notre métier, de la qualité de notre métier, du calme du marais. C'est ça qui nous rend riches. Sa gastronomie, ses plages et son patrimoine, l'île de Noirmoutier est une destination très appréciée des touristes. Chaque été, elle attire près de 100 000 vacanciers, soit 10 fois plus que la population à l'année. Ce numéro des virées de l'été touche à sa fin, alors maintenant je vais me reposer en buvant un petit verre pour me remettre de ces émotions, parce que mine de rien c'est quand même assez sportif, hein. Quand on donne un petit peu sur la gâchette ça y va, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Allez, salut!